Bon, mes chers collègues, d'ailleurs mes collègues se sont éparpillés, hein. Il faut revenir. Bon, nous allons auditionner néanmoins dans le cadre de notre mission d'enquête sénatoriale, donc M. Philippe Baptiste, directeur général délégué à la science. C'est pratiquement le plus important, le directeur général. Au CNRS. Oui. Du CNRS, j'ai bien compris qu'il s'agissait du CNRS. On ne peut pas avoir le président, il se promène, on ne peut pas avoir la directrice de cabinet, mais on vous avoue. Bon. Inutile de vous dire que ça va être un moment pénible pour vous, puisque vous devez répondre pour toutes ces personnalités. Voilà. Bon, tout le monde connaît le CNRS, hein. Donc la mission d'enquête a été demandée ici par le groupe de Madame la rapporteure. Je me gourre parfois dans toutes les lettres. CRC. Voilà. Et traditionnellement, le groupe qui demande la commission d'enquête assure le poste important de rapporteur. Donc, vous avez un rapporteur et je suis le président. Et peut-être que quelques sénateurs vont nous rejoindre. Naturellement, ces commissions d'enquête sont plurigroupes, hein, c'est-à-dire que les 21 membres sont désignés à la proportionnelle et nous établissons, comme vous savez, à la fin un rapport. Faisons des propositions. Et parfois même, ce n'est pas encore arrivé, mais on peut éventuellement même saisir le procureur de la République si vous ne dites pas la vérité et toute la vérité, ce que naturellement vous allez faire, sous serment. Donc, Monsieur Jean-Philippe Baptiste. Monsieur Philippe. Je ne sais pas pourquoi je m'appelle Jean-Philippe d'ailleurs. Monsieur Philippe Baptiste. Dites, je dirai la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites, je le jure. Je dirai la vérité, rien que la vérité, je le jure. Pardon ? Je le jure. Sans aucune réticence. Sans aucune réticence. Très bien. Alors, vous avez prêté serment, donc vous connaissez toutes les conséquences qui peuvent être éventuellement même pénales, de dire la vérité. Et je vous demanderai de respecter une confidentialité de ce qui sera exposé dans cette enceinte. Alors, le débat, c'est un débat, c'est aussi votre sentiment sur le crédit impôt recherche, que vous en pensez. Je le devine un peu, mais vous allez nous l'expliquer. Et ensuite, il y a un débat, et Madame la rapporteure vous pose des questions précises, et les sénateurs vous posent aussi des questions. Voilà, et vos déclarations seront dans le rapport. Voilà, vous avez donc la parole, Monsieur Baptiste. Merci, Monsieur le Président. Nous avons reçu jeudi ou mercredi soir un certain nombre de questions. Oui, voilà. Nous avons reçu donc mercredi soir ou jeudi un certain nombre de questions. Donc, il y en a un certain nombre auxquels nous allons pouvoir répondre là, un nombre conséquent où vous obtiendrez une réponse écrite, qui sera postérieure. Très bien. J'ai prévu de faire une présentation générale du CNRS, non pas pour le plaisir de vous présenter cet organisme que vous connaissez bien, mais simplement qui permettra de répondre à un certain nombre de questions qui étaient posées dans le document que vous nous avez fait parvenir. Je vous présenterai après en détail notre politique de valorisation et de transfert, puisqu'elle est vraiment directement liée au CIR. Et puis, je terminerai en attaquant directement le sujet CIR et en vous présentant un certain nombre de positions du CNRS sur le sujet. Donc, sur la présentation générale du CNRS, je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais juste pour resituer un tout petit peu la taille de l'organisme. Nous avons 33 000 personnes qui sont au CNRS, avec un budget de 3,3 milliards d'euros, dont environ 700 millions d'euros de ressources propres. Ressources propres, c'est-à-dire ressources issues de contrats, soit avec des tiers privés, soit avec évidemment des institutions, l'ANR, l'Europe, etc. Donc public. Donc il est implanté sur l'ensemble du territoire et nous exerçons notre activité sur l'ensemble du champ de recherche à travers 1100 laboratoires.
Voilà, donc sur l'ensemble du territoire, et y compris, j'en parlerai pas parce que ce n'est pas l'objet ici, mais une quarantaine de laboratoires à l'étranger, donc à l'international, avec des entreprises et avec des partenaires universitaires. La politique, donc derrière ça, juste encore un chiffre peut-être sur le nombre de publications derrière ça, puisque c'est une mesure d'impact qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est une mesure d'impact qui est quand même conséquente. Ce sont derrière la marque CNRS 43 000 publications annuelles en général, enfin en moyenne hein, sur les dernières années, sur la période 2007-2011. Voilà, la politique scientifique de l'organisme. La politique, elle est très simple. C'est avant tout de chercher à la frontière des connaissances. C'est-à-dire un positionnement qui est un positionnement, si je dois m'exprimer en termes d'amont et d'aval, qui est déjà un positionnement qui n'aime pas forcément, mais enfin un positionnement relativement amont, puisque nous sommes vraiment sur la frontière des connaissances. On est sur une recherche qui est vraiment curiosity-driven, disent les Anglais. Hein, donc vraiment une recherche où les chercheurs cherchent à pousser les frontières du savoir. Donc notre politique scientifique, c'est vraiment axé là-dessus. On n'est pas un organisme de recherche et de développement. C'est-à-dire, évidemment, il y a des gens chez nous qui font de la recherche et du développement. C'est-à-dire, quand on construit un accélérateur de particules, on ne construit pas comme ça. Bien entendu, il y a un programme de R&D, etc. Mais on n'est pas positionné comme un organisme relativement finalisé avec des actions de R&D directement au service des entreprises. Donc notre politique scientifique est vraiment sur cette question de la recherche à la frontière des connaissances, avec derrière des questions d'excellence académique, je reviendrai dessus dans quelques instants. Un deuxième grand axe autour de politique de site. Pourquoi ? Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, il est absolument crucial pour le pays de construire de grandes universités de recherche et nous faisons le maximum pour contribuer à la création de ces grandes universités de recherche. Et puis un troisième axe de notre politique scientifique qui est directement consacré à la valorisation et au transfert. Et je vais y revenir plus longuement. Juste avant d'y revenir, un petit mot sur la question de l'excellence, puisque quand on est sur un positionnement qui est un positionnement relativement amont, qui dit qu'en fait notre raison d'être, c'est notre capacité à créer des nouveaux savoirs, bien entendu la question du positionnement par rapport aux autres grandes institutions académiques qui ont le même positionnement, hein, donc des universités et des organismes à l'étranger, est vraiment importante. Je voudrais juste rappeler que nous avons une vingtaine de lauréats du prix Nobel, une douzaine de médailles Fields, un prix Turing qui sont passés par le CNRS à un moment ou à un autre de leur carrière. C'est un marqueur parmi d'autres d'une certaine qualité de la recherche. Je voudrais aussi indiquer que nous avons dans nos concours de recrutement un nombre très significatif de candidatures étrangères et nous recrutons plus de 30% de lauréats de nos concours sont des lauréats étrangers qui montrent aussi l'attractivité du CNRS. Enfin, en termes toujours d'attractivité et d'excellence, le CNRS fait partie très régulièrement du classement des Thomson Reuters sur l'innovation et on fait partie des 100 premiers innovateurs mondiaux à côté d'entreprises françaises comme Alcatel-Lucent, Safran, Arkema, etc. Voilà. Je voudrais, nous étions interrogés aussi dans les questions sur la dynamique budgétaire et de RH de l'organisme. Donc très brièvement, parce que si je pourrais m'étendre très longuement sur cette question, mais là, nous sommes sur une stabilité budgétaire, c'est-à-dire que nous avons une stabilité de la subvention de charges pour services publics, environ 2,56 milliards d'euros après mise en réserve, et puis des ressources propres qui fluctuent évidemment d'une année sur l'autre, mais en gros entre 600 et 700 millions d'euros de ressources propres. Une partie très significative de notre subvention pour services publics est consacrée à la masse salariale, environ 2,1 milliards d'euros, ce qui correspond environ à 25 600 ETPT sur subvention d'État en 2014. Alors juste à titre pour donner une idée de la dynamique, en 2010, c'est-à-dire il y a 4 ans, nous étions environ à 28 000 ETPT sur un périmètre comparable. Donc effectivement une légère érosion du socle d'équivalent temps plein travaillé sur le périmètre chercheur et ingénieur, qui reste relativement marginal. Voilà, je vais maintenant aborder la question de notre politique de valorisation et de transfert. Et je voudrais commencer en insistant sur un point. Je repartir du positionnement qui est un positionnement vraiment de recherche très sur les connaissances, pas a priori finalisé, et sur l'importance de la valorisation et du transfert pour ces recherches-là. Je voudrais juste rappeler que à l'origine de beaucoup de technologies qui sont absolument omniprésentes dans notre vie quotidienne,
ces technologies viennent directement de découvertes qui sont totalement inattendues ou qui sont motivées simplement par la pure curiosité des scientifiques. Alors, je vais juste vous donner quelques exemples et je vais m'arrêter là, mais le laser, le téflon, les antibiotiques, le graphène, par exemple. Vous voyez bien que tous ces éléments-là bouleversent nos technologies et notre société aujourd'hui. Et à chaque fois, derrière ces objets-là, il n'y a pas eu un programme de R&D dédié au laser, hein, vraiment pas, c'était pas ça l'idée, mais on a à travers l'explication d'un certain nombre de phénomènes physiques, eh bien voilà, derrière, après, il y a eu des applications qui sont nées, et il y a eu des phénomènes de transfert et de valorisation de science qui a été menée dans un but de progression des connaissances. Alors je pourrais généraliser, je pourrais vous parler de relativité restreinte et générale qui n'a pas été créée pour faire des GPS. C'est-à-dire que la cryptographie moderne qui est basée sur des travaux de théorie des nombres qui datent de plusieurs siècles et qui n'ont pas été évidemment conçus pour faire de la cryptographie, la machine de Turing qui a été inventée comme un pur objet de l'esprit sans même qu'il y ait un ordinateur avant. Pareil pour les théories de von Neumann et la création du web. Donc je crois que c'est vraiment important de bien comprendre ce lien-là, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des connaissances qui sont produites et on voit, en fait, il suffit de regarder l'histoire pour voir à quel point ce type de travaux de recherche mène à de la valorisation et du transfert. Donc sans recherche fondamentale, il n'y a pas de recherche appliquée, il n'y a pas de recherche technologique sans recherche fondamentale. D'ailleurs, je ne sais pas très bien ce que c'est que la recherche technologique, mais un jour ou l'autre, je suis sûr que quelqu'un me l'expliquera. Je serai très content. Voilà. Donc je crois vraiment que des politiques publiques qui seraient exclusivement centrées sur une intensification de cette recherche technologique, ce serait vraiment une vision très datée de la recherche et de l'innovation. Une vision qui serait assise sur l'idée qu'il y a un fonctionnement extrêmement linéaire de l'innovation, recherche académique, recherche technologique, développement industriel, marché, etc. Toutes les études ont montré au cours des 30 dernières années qu'une telle chaîne linéaire de l'innovation n'existe pas. N'existe pas. Donc ça veut dire que voilà, je pense que c'est vraiment important. L'innovation n'est pas linéaire. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Et dans le débat qui nous intéresse sur le crédit d'impôt recherche, qui est justement un outil qui n'est pas un outil de linéarité, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Je reviendrai là-dessus un tout petit peu plus tard. Alors la valorisation de nos travaux au CNRS passe par différents types d'outils, de protocoles. Le premier que je vais mentionner ici est l'accord de transfert de technologie. Donc, la principale forme de transfert de technologie, c'est la licence qui est accordée à un industriel pour l'exploitation commerciale d'un brevet qui a été déposé par le CNRS et par ses partenaires. Donc évidemment, il y a une contrepartie qui est liée à ça, qui est des versements forfaitaires, des redevances, etc. Et l'organisme, en général, conserve la propriété du brevet. Juste pour donner un ordre de grandeur, nous déposons entre 600 et un peu moins de 800 brevets par an. D'accord. Nous avons 4500 familles de brevets en stock et 1438 licences qui sont actives. Les redevances que nous percevons, c'était des chiffres qui intéressaient la personne qui a rédigé les questions. Les redevances tournent aujourd'hui autour de 10 millions d'euros par an environ. Nous étions il y a quelques années encore, grâce à un produit particulier qui est le Taxotere, qui est un anticancéreux particulièrement efficace. Nous avions entre 40 et 60 millions d'euros de plus pendant plusieurs années. J'ai bon espoir d'ici 2 ans environ de retrouver des niveaux relativement comparables avec de nouveau une ou deux molécules là, qui ne sont pas très loin d'une mise sur le marché. Voilà, premier type, donc c'est les accords de licence. Deuxième type, des contrats de collaboration de recherche. Alors là, j'insiste vraiment, tous les mots sont importants. On est vraiment sur une relation contractuelle autour de recherche. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas sur de la prestation de service, ou très marginalement. On est sur un objet de recherche que nous construisons conjointement avec des partenaires industriels et où nous menons des activités de recherche ensemble. Donc ça c'est extrêmement important parce que ça veut dire que, bon, déjà, la durée de ces contrats varie énormément. Les brevets qui sortent de ces recherches en collaboration sont déposés en général en propriété conjointe entre le CNRS et le partenaire industriel. Et très souvent, le partenaire industriel peut les exploiter directement.
Il est important de noter que pour ce type de collaboration, en général, nous ne sommes pas sur des modèles en coût complet, puisqu'on est vraiment sur un modèle où on construit de la recherche ensemble, d'accord, et donc on est plus sur du coût marginal avec des copropriétés des résultats, voilà, donc qui sont partagés entre l'industriel et le CNRS. Alors, nous avons évidemment ces accords peuvent être menés au cas par cas avec des entreprises de tailles diverses et variées, avec de grands acteurs industriels français, en gros une 25 à peu près, tous dans le CAC 40. Nous avons des accords cadres qui structurent de manière nationale et pour plusieurs années la manière dont on travaille ensemble. Donc c'est Air Liquide, Arkema, Bull, Veolia, EDF, GDF, Michelin, Peugeot, Pierre Fabre, Thales, Total, etc. Alors, si maintenant on regarde un tout petit peu le montant de ces contrats de collaboration, hein, qui sont directement liés qui quelque part vont apparaître après du côté des industriels sur leurs demandes autour du CIR. Alors, je suis un tout petit peu... les chiffres vont peut-être s'affiner dans les jours qui viennent. Il faut comprendre une chose que je n'ai peut-être pas suffisamment mentionnée en introduction. La plupart de nos laboratoires, 95% de nos laboratoires, sont des laboratoires mixtes entre universités et CNRS, ou un autre PST et le CNRS. Donc, on est sur des espèces de joint ventures, si je m'exprimais un partenaire industriel, entre plusieurs acteurs de la recherche. Et après, derrière, il y en a un qui, grosso modo, va gérer le laboratoire. Donc derrière, nous avons des problématiques de systèmes d'information qui ne sont pas encore à un niveau d'interopérabilité tout à fait, suffisant. Ce qui fait que la remontée d'informations que je peux avoir à l'instant T n'est pas toujours parfaitement, et d'une fiabilité qu'il faut prendre avec précaution. Voilà. Donc, comment ? Oui, mais ça arrive. C'était le préalable. C'était pour vous alerter sur la précaution. Voilà. Alors, donc, en nombre, sur les dernières années, 2011, 2012, 2013, nous oscillons entre 3000 et 2300 contrats par an. Donc, ça, c'est en nombre. Et en montant, nous oscillons entre 111 millions et 95 millions, donc sur ces 3 dernières années. Affirmer une tendance serait difficile compte tenu des remarques liminaires sur la fiabilité. Par contre, ce qui est très frappant, vous le verrez sur les graphiques que je vous ferai parvenir, c'est que quand on regarde les évolutions de ces nombres de contrats entre grands groupes et PME, on voit une montée très significative du nombre de contrats avec les PME au cours de ces 4 dernières années. Donc on passe grosso modo de 20 à 40% entre 2010 et 2014 donc de contrats avec les PME. Voilà, ça c'est les accords de collaboration. Autre moyen de valorisation qui est extrêmement important, c'est la création d'entreprises à travers des laboratoires rattachés au CNRS et à ses partenaires. Donc pour aller très très vite, depuis qu'il est possible de créer, possible de faire proprement des startups, c'est-à-dire depuis les lois Allègre de la fin des années 90, nous avons créé 1100 startups dans les laboratoires du CNRS. C'est un chiffre qui montre avant tout une chose, qui me semble extrêmement forte, c'est que dans ces laboratoires, qui sont quand même des laboratoires où on fait de la recherche académique assez fondamentale, c'est ce que je vous ai un peu martelé tout à l'heure, eh bien, on voit qu'il y a une appétence en même temps qui est quand même très forte et très significative des chercheurs pour aller créer des startups. 1100 startups, c'est beaucoup. Et ça montre bien que l'image qu'on peut encore avoir de temps en temps, ou qu'on entend encore de temps en temps, malheureusement, de chercheurs qui sont dans leur tour d'ivoire et qui ne sont pas intéressés par les relations socio-économiques, je pense qu'il faut vraiment lutter contre cette image-là. Je crois que c'est vraiment totalement faux. Il y a une vraie appétence aujourd'hui des chercheurs pour aller créer des startups, pour aller contribuer au bien-être général de la société, économique ou sociétale d'ailleurs.
Alors, il y a quelques... Voilà, enfin, ce serait très intéressant de disserter sur ces créations d'entreprises. Je signalerai juste quand même que nous avons une difficulté, c'est plus tellement notre métier après, une fois qu'elles sont lancées, mais on a une difficulté à faire croître ces entreprises. Donc ça veut dire que trouver un petit peu d'argent facilement au début de la création de ces entreprises, à travers des aides qui sont, je dois le dire, très nombreuses et très variées, régions, départements, Europe, différents incubateurs, etc. C'est facile. Faire le deuxième, voire le troisième tour, au moment où on a besoin lourdement de capital, c'est beaucoup plus difficile. Et on arrive à des choses qui sont un petit peu étonnantes dans le paysage international. On voit des taux de survie de ces entreprises technologiques innovantes qui viennent de nos laboratoires qui sont très élevés, c'est-à-dire qu'elles ne meurent pas, d'accord ? Elles ne meurent pas, mais elles ont beaucoup de mal à croître. Et ça bon, j'ai envie de dire que c'est pas notre métier directement, hein, mais c'est une vraie question. Oui. Oui. C'est-à-dire que c'est facile de lever plusieurs fois. Enfin, voilà, si je vous donne 20 startups, elles vont facilement trouver toutes à lever 500 000, 800 000 euros. Le jour où elles ont besoin de trouver 10 millions, eh bien là, elles ont beaucoup de mal. Et ça... Et elles peuvent se vendre à l'étranger éventuellement. Mais je pense que si elles se vendent à l'étranger, c'est pas forcément très grave. Sur le rachat. Je n'ai pas de chiffres. Là, je ne peux pas vous donner de chiffres là. Mais pour nous, un rachat est un succès. Parce qu'un rachat, ça veut dire quelque part, il y a eu transfert. Alors évidemment, si tout le transfert part à l'étranger, c'est embêtant. Mais en général, c'est racheté très souvent quand même. Là, je parle plus par intuition, je ne m'appuie pas sur des chiffres. Hein, quand elles sont rachetées par un grand groupe français, c'est un vrai succès. Parce que ça veut dire qu'il y a eu transfert de technologie. C'est ça qu'on veut. Et elles restent sur le territoire. Quand elles sont rachetées à l'étranger, c'est très variable. On a des exemples de startups qui ont été rachetées par des grands groupes qui sont à l'étranger, mais qui restent sur le territoire, parce que le savoir-faire est là. Il y en a d'autres après qui disparaissent. Je pense que tous les cas de figure sont possibles. Parce qu'on a observé quand même des grands groupes qui séquencent des projets de recherche-développement, qu'ils confient à des startups, et donc sous financement public évidemment, et qui après la start-up oui. Voilà, est rachetée. Alors ça peut arriver, mais alors nous on le voit pas beaucoup, parce que quelque part derrière cette idée-là, hein, qui est une idée, je suis un grand groupe et je vais utiliser tous les effets leviers possibles pour les petites startups. Voilà. C'est des programmes de R&D. Donc c'est vraiment, en gros, j'ai ma roadmap qui est construite et il y a tel segment que je veux faire porter par une start-up que je vais me débrouiller pour faire créer dans un coin. Mais ça, nous, c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit, puisque on n'est pas tellement dans cette démarche de R&D très linéaire. Ouais. Non, mais les grands groupes sont totalement intériorisés. Hein. Pour eux, c'est leur écosystème. Oui. Donc, est-ce que vous avez des contrats sur les 1100 contrats que vous avez? C'est bien le chiffre que j'ai vu. Oui, 1100 startups. 1100. Non, sur les contrats. Oui, sur les contrats. Est-ce que vous avez des contrats avec des groupes étrangers, 100% étrangers? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, on a des contrats, mais qui en général... Mais très souvent, quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont un centre de recherche. Ils ont en général des contacts privilégiés ou des chercheurs. Alors ça, je ne pourrais pas vous les chiffrer, mais de tête, mais je chercherai. Les trolls, vous avez des contacts? Vous avez des Pardon? avec les trolls? Non. Alors, ça dépend si vous considérez que France Brevet en est un. Donc non. La réponse est à l'instant T non. Je vous dirais que la question peut éventuellement se poser à un moment ou à un autre. Nous avons pendant très longtemps, nous avons un très gros portefeuille de brevets, très gros. Hein. Et vous avez constaté, si vous avez écouté les chiffres que je donnais rapidement, 4100 familles de brevets et un peu plus de 1000 licences actives. Ça veut dire qu'il y a une partie des brevets qu'on entretient qu'on pourrait chercher à valoriser autrement. Alors troll est un mot voilà, qui ne nous plaît pas beaucoup. Alors on est prêt à les mutualiser, c'est-à-dire qu'on est prêt à les ouvrir. On a déjà fait une ou deux opérations de ce type-là dans le partenariat qu'on a en particulier avec des sociétés d'accélération de transfert de technologie. On peut leur proposer éventuellement un certain nombre de voilà. C'est une discussion qui pourrait être ouverte à un moment ou à un autre. Moi, je suis très... le brevet pour le brevet ne sert à rien.
Le brevet, pour faire du brevet, c'est-à-dire déposer des brevets pour le plaisir de déposer des brevets, c'était malheureusement un indicateur qui était dans notre contrat d'objectif précédent. En soi, c'est pas ça le but du jeu. Hein. Donc, le but du jeu, c'est de valoriser et de transférer, que ce soit à travers les brevets, que ce soit à travers des start-up ou que ce soit à travers d'autres structures. Bon, j'ai pas le temps de parler ici on a aussi des laboratoires, beaucoup de laboratoires qui sont communs, c'est-à-dire des laboratoires où on construit un laboratoire, où conjointement, on a un grand groupe, en général un grand groupe, le CNRS et une université, éventuellement le tout à l'étranger. Donc là où vraiment on colocalise des chercheurs, des industriels, et on travaille ensemble, alors avec des accords de pays qui sont évidemment bien spécifiés, etc., mais où on travaille ensemble. Voilà. Je voulais juste, donc c'était le panorama très rapide que j'ai voulu vous donner donc sur les startups et sur nos outils de valorisation et de transfert. Je voulais terminer cet exposé rapide avec quelques commentaires sur le CIR lui-même, sur vraiment l'objet qui vous intéresse aujourd'hui. Tout d'abord, lever une première ambiguïté, c'est que le CNRS n'est pas soumis à l'impôt, et donc à ce titre-là, nous ne percevons pas de crédit impôt recherche. Parce que dans les questions... il y avait une question qui était un petit peu... Voilà, je voulais juste... donc on ne perçoit pas de crédit impôt recherche, puisqu'il y avait, je pense, une des questions qui était un petit peu orientée sur ce point-là. Alors, en revanche, nous avons des filiales, qui sont des filiales de droit privé, hein, donc nous en avons 2, FIST et CNRS Éditions, donc qui, évidemment, elles sont soumises à l'impôt. Néanmoins, leur activité étant déficitaire, voilà, l'impôt sur les sociétés n'a, je crois, jamais été payé par nos filiales. Voilà. Donc c'était juste une première remarque très technique préliminaire. Maintenant, peut-être pour revenir aux fondamentaux sur le crédit d'impôt recherche, je voudrais revenir sur une idée très simple, c'est qu'en fait, derrière la recherche, derrière l'innovation, derrière la recherche, il y a des questions d'innovation, il y a des questions de nouveaux produits et de nouveaux marchés pour nos entreprises. Donc il nous semble vraiment très, très important que la recherche qui soit menée, qu'il y ait une recherche de qualité et en quantité qui soit menée dans les entreprises et dans les industries sur le territoire national. C'est vraiment un élément clé, parce que si on n'a pas ça, l'écosystème général ne fonctionnera pas. Donc il est vraiment absolument fondamental de notre point de vue qu'il y ait vraiment une activité de recherche et de développement qui soit intense dans le monde industriel. Alors, je voudrais revenir sur un constat très simple, c'est si on regarde aujourd'hui qui fait de la recherche dans le monde. Je ne parle pas dans le monde académique, hein, mais dans les entreprises. Si on regarde les études, elles le disent de manière assez simple, c'est en général les industriels et aussi de manière significative, et en montant de plus en plus d'ailleurs, toutes les entreprises qui sont autour du software. Vous savez comme moi que les difficultés que peut avoir la France aujourd'hui en termes de renouveau industriel, et l'industrie française est dans une situation qui est pas simple du tout. Et pour ce qui est du software, qui est un gros pourvoyeur de R&D, je rappellerai juste que, mais là c'est plus un problème européen, nous n'avons pas de très grands champions du soft en Europe. Alors je mets, c'est pas tout à, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai, puisque il y a bien entendu Dassault Systèmes, il y a aussi le nom m'échappe, SAP en Allemagne, mais enfin nous n'avons pas les très gros géants du web en particulier que nous pouvons voir en particulier aux États-Unis. Tout cela fait qu'aujourd'hui, si on regarde l'effort des entreprises en termes de R&D, il pourrait être plus élevé qu'il n'est aujourd'hui, en particulier en France. Si on regarde bien, il y a un nombre significatif de grands pays développés qui ont une intensité de R&D. Donc là, je reprends une étude de l'OCDE, mais on retrouve les mêmes résultats, en particulier chez nos collègues de la NRT. La Corée, le Japon, la Suède, l'Allemagne, les États-Unis, les US ont des intensités de R&D au sein des entreprises qui sont nettement plus élevées que les nôtres. Et ça, je pense que ça doit nous questionner. Je crois qu'aujourd'hui, le CIR, c'est vraiment un des dispositifs majeurs de soutien à la R&D des entreprises, avec des aides accompagnées d'aides directes et indirectes. Hein, et je crois qu'il est vraiment fondamental de soutenir cette R&D. C'est une vraie attractivité pour le territoire. On l'entend quand même très régulièrement et de manière extrêmement ferme de la part des
des grands industriels, des grands patrons d'entreprises qui nous en parlent comme un élément qui est un élément important, en particulier au moment où se discute de l'implantation d'un nouveau centre de R&D, au moment où se discute de l'implantation d'un nouveau programme de recherche, etc. Je crois qu'il ne faut pas non plus surestimer cela, c'est-à-dire que ce n'est jamais à cause du crédit impôt recherche qu'un groupe va créer une activité de recherche dans le pays. C'est jamais uniquement sur cette raison-là. Il faut que le terreau soit favorable. Mais moi, je crois que le terreau est vraiment favorable. Il y a une recherche amont qui est quand même de très bonne qualité. Il y a des dispositifs nombreux et variés de transfert, ceux du CNRS, mais ceux aussi des universités, des autres EPST, des EPIC. Il y a un terrain qui est tout à fait favorable. Aujourd'hui, le CIR peut être l'élément qui peut faire basculer. Je crois qu'il ne faut pas considérer l'utilisation de ce dispositif comme un simple outil d'optimisation fiscale, mais voilà, c'est vraiment pas ça. Ça peut être un élément qui va faire basculer les choses à un moment ou à un autre, qui va permettre de réduire le coût aussi de la recherche, du chercheur et de l'ingénieur dans les entreprises, et c'est vraiment, vraiment indispensable. Je vous ai parlé des grands groupes, mais c'est aussi vrai pour les PME. Moi, je vois qu'aujourd'hui, les 2/3 du crédit impôt recherche vont pour les PME de moins de 50 personnes. J'aurais quelques difficultés à vous jurer que ceci explique en particulier la montée en puissance de nos contrats de recherche avec les PME, mais je constate qu'effectivement, il y a symétrie des formes, c'est-à-dire que nous avons une montée en puissance significative des contrats de recherche avec les PME. Est-ce que c'est directement l'effet du CIR ou pas ? Je ne sais pas, c'est quand même difficile de faire une explication crédible de ces phénomènes. Pardon ? Pas uniquement le CNRS, mais avec de l'ensemble. Enfin, vous êtes 90% du public, en l'occurrence. Et là, oui, autour de 500 millions d'euros. Oui, 500 millions d'euros. Voilà, je voulais revenir sur la question de la valorisation du doctorat dans l'entreprise, qui était aussi un enjeu qui était mis en avant. Si je devais être un tout petit peu provocateur, je pense que cette question ne devrait même pas se poser. Et ça, c'est tout à fait... En fait, le fait même qu'on se pose cette question de la valorisation du doctorat est un vrai problème. Je veux dire, quand je vais me promener aux États-Unis, non pas que ce soit le seul modèle, mais enfin, c'est un modèle intéressant. Vous regardez les patrons des entreprises de taille moyenne ou de grandes entreprises, vous en avez 1 sur 2 ou peut-être 1 sur 3, je ne sais pas, qui sont des PhD. Donc ça veut dire qu'ils ont fait leur thèse à un moment ou à un autre. Ils n'ont pas continué dans le domaine de la recherche, mais pendant un temps significatif de leur carrière, puisque ça fait partie de leur carrière, ils étaient dans des laboratoires de recherche. Et ça veut dire qu'ils savent comment fonctionnent les laboratoires de recherche, ils savent comment fonctionnent les grandes universités américaines. Et donc, demain, le jour où ils doivent mobiliser des compétences, le jour où ils doivent aller chercher du savoir-faire, trouver des chercheurs qui vont être capables de les aider dans la construction de leur entreprise, eh bien, ils savent où elles sont. Ils savent où sont ses compétences. Et je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas mesuré je ne suis pas allé chercher le CV des patrons du CAC 40 pour savoir combien de nos patrons du CAC 40 ont fait un PhD. Je crains que nous ne soyons pas sur les mêmes chiffres aujourd'hui. Et c'est vrai pour les PME. Donc la question du doctorat, elle est absolument centrale. On l'oppose de temps en temps au diplôme d'ingénieur. Moi, je pense qu'il faut dépasser ce débat-là. Que ce soit diplôme d'ingénieur ou que ce soit doctorat, il faut qu'il y ait une formation par la recherche, parce que c'est une formation qu'on ne trouve pas, qui est tout à fait spécifique. Il y a une formation qui... Ah oui, dans l'industrie française, je n'en ai pas... Oui, bien sûr, c'est tout à fait vrai. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est quand même sur un phénomène de mondialisation qui est extrêmement important. Et... Sur la qualité et le niveau de la recherche dans les entreprises. Moi, je pense qu'il y a une bonne recherche qui est menée aujourd'hui dans les entreprises qui en font. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'en font pas, peut-être à un niveau suffisant. Je pense qu'effectivement, on gagnerait à avoir plus de PhD, plus de docteurs dans les grandes entreprises. Ça, c'est un vrai enjeu. Je pense qu'il faut réfléchir, il faut tirer. En même temps, on voit aujourd'hui très bien qu'il y a une très bonne connaissance aujourd'hui de ce qu'est un diplôme d'ingénieur par un DRH d'une entreprise. Il sait parfaitement, il calibre quelque part. C'est-à-dire que quand il va recruter quelqu'un qui vient de telle école, il sait grosso modo quel profil il va avoir. C'est plus compliqué pour lui aujourd'hui pour un PhD.
Mais ça pose aujourd'hui la question de ce qu'est une thèse en France, qui n'est pas forcément la même thèse que ce qu'on peut avoir dans d'autres pays. Voilà, donc ça, je pense qu'il y a aussi cette question qui doit être traitée par le monde académique à un moment ou à un autre. Voilà. Pardon ? Les premières expériences sont un doctorant ou deux, enfin une équipe. En général, elles sont très positives. Tout à fait. Tout à fait. Alors, les expériences, on les voit beaucoup à travers les CIFRE, hein, donc qui sont ce dispositif qui permet aux jeunes doctorants de faire leur thèse en interaction entre un industriel et un laboratoire académique, avec beaucoup de PME hein, donc, qui sont dans ces dispositifs. Et en général, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'en général, ça marche très très bien. Et on voit bien, en fait, derrière, qu'on forme non seulement un cadre scientifique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des connaissances qui sont très pointues, qui est un vecteur, qui est le vecteur sans doute numéro 1 de la valorisation et du transfert. Parce que faire des brevets, créer des startups, tout ça, c'est très bien. Mais quand même, le flux majeur de transfert et d'innovation aujourd'hui des labos publics vers l'entreprise, c'est les doctorants et les masters qui font leur stage. Mais c'est surtout les doctorants qui, en passant 3 ans dans un laboratoire... Ça, c'est sûr. Et oui, mais même pour les grands groupes. Je veux dire, aujourd'hui, Thales nous en recrute je ne sais combien. Alors, pas tous les grands groupes, hein, mais c'est un flux... Les inspecteurs des finances sont pesants. Mais c'est un aparté. Hein, ah non, mais je vous en laisse là. Bon. Donc cette question du... Voilà, ça c'est un vrai enjeu, hein, c'est-à-dire la question du doctorat. Donc c'est vraiment un vecteur majeur pour nous. Alors les dispositifs d'accompagnement, nous en avons, hein, c'est-à-dire qu'on a une convention avec l'association Bernard Grégory qui s'occupe justement de la promotion du doctorat. On a des partenariats avec Pôle emploi pour aider tous les agents qui sont en CDD. Alors c'est très général, hein, c'est tous les agents en CDD, mais c'est aussi plus spécifiquement les docteurs. Nous avons une charte des CDD qui permet d'accompagner là aussi les gens qui sont en CDD. Donc quand on est docteur rémunéré par le CNRS, c'est à travers un CDD donc spécifique, donc qui permettent de les accompagner à la fin de leur CDD. Mais c'est ça, j'ai envie de dire, ça, le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet, c'est quelle est la place du docteur aujourd'hui dans l'entreprise en France. Voilà. Au moment où on est dans un où tout est internationalisé. Les entreprises françaises sont des entreprises qui sont internationales. Ces entreprises internationales, aujourd'hui, quand on va à l'étranger, un PhD, tout le monde sait ce que c'est. Un diplôme d'ingénieur, c'est quelque chose qui n'est pas encore pleinement identifié. Peut-être que ça le deviendra un jour, mais aujourd'hui, on n'a pas forcément les bons référentiels. Donc je crois vraiment que la place du doctorat est un enjeu central dans le monde de l'entreprise. Voilà. Je voulais peut-être comme piste simplement peut-être de discussion. Moi, je voulais peut-être insister sur peut-être un tout petit sujet autour du CIR et de la manière dont c'est comptabilisé. Aujourd'hui, il n'y a pas de différenciation entre des travaux de prestation de R&D qui sont sous-traités à un laboratoire et puis des travaux de recherche collaboratifs. Et on voit bien quand même, c'est pas les mêmes risques, c'est pas les mêmes enjeux, hein, donc puisque un travail de R&D que vous sous-traitez à un laboratoire de recherche, que ce soit un EPST ou un EPIC, enfin plutôt un EPIC, on est quand même sur les choses sont très bornées, les risques sont bon, il y a toujours des risques dans un contrat de R&D, mais ils sont quand même relativement balisés. Vous faites des travaux de recherche collaboratifs, le risque est beaucoup plus grand. Nous avons des échecs parce que voilà, on lance un programme de recherche sur un sujet, on ne sait pas ce qui va en sortir. Je trouve que ce serait intéressant peut-être de réfléchir si l'évolution du crédit impôt recherche, il devait y avoir, à la manière dont on pourrait peut-être valoriser ce type de travaux de recherche collaboratif. Je suis aussi un tout petit peu perplexe quand on discute avec les patrons de petites et de moyennes entreprises sur la manière. Je sais que le dispositif est considéré comme un dispositif qui est quand même relativement simple, c'est-à-dire ce crédit d'impôt recherche. Je constate quand même que les patrons de PME sont à un moment ou à un autre obligés de passer par des cabinets privés qui quelque part bénéficient de manière significative. Oui, voilà.
donc qui bénéficient de manière significative indirectement en fait de ce crédit impôt recherche. Je ne saurais pas chiffrer les chiffres, enfin chiffrer exactement le montant, mais cela me questionne. Je me demande dans quelle mesure il ne serait pas possible d'aller peut-être encore un petit peu plus loin dans cette part de simplification pour avoir des dispositifs qui bénéficient pleinement, en particulier aux PME qui peuvent avoir des difficultés à se saisir de ces dossiers. Après, je peux constater aussi que, bon, ce n'est pas le seul domaine, mais les dispositifs, les aides directes et indirectes sont nombreuses, parfois en strates successives, et donc mesurer l'efficacité d'un dispositif et l'impact direct d'un dispositif est parfois un petit peu difficile. Et que ce sujet peut-être d'une certaine simplification de l'ensemble des aides publiques qui sont cumulées dans un écosystème qui est d'une richesse, voire d'une complexité qui est quand même assez remarquable, est une vraie question. Hein. Si je suis une entreprise et que à côté de chez moi, j'ai plusieurs centres de recherche avec des universités qui ont ensemble des laboratoires conjoints, mais qu'à côté, il y a aussi un IRT qui est dans mon domaine, un institut de recherche technologique. Et pourquoi pas aussi à côté une société d'accélération de transfert et de technologie qui va me permettre d'aider à bénéficier de projets qui ont eux-mêmes maturé. Je ne parle pas ici des aides régionales, locales, des différents mécanismes qu'on pourrait trouver dans des incubateurs. On voit bien qu'on a un paysage de l'innovation et du transfert qui est aujourd'hui tout simplement trop compliqué. Et je crois que le vrai sujet est là. Le CIR, dans l'ensemble de ce schéma-là, me semble être un dispositif relativement sain. Pourquoi sain ? Parce que, en fait, il privilégie d'une manière ou d'une autre des relations directes entre l'entreprise et les chercheurs. Et ça me semble être absolument essentiel. C'est-à-dire que plutôt que de passer par des dispositifs plus ou moins complexes et dont l'utilité est toujours plus ou moins discutable, ici, on privilégie à travers le crédit impôt recherche, entre autres, la relation directe entre le laboratoire et l'entreprise. Et quiconque a mené des travaux de recherche avec des entreprises dans un cadre bilatéral direct, eh bien, vous dira que c'est toujours beaucoup plus intéressant de travailler directement avec une entreprise qui vous paye avec ses fonds, d'accord, que de passer par des dispositifs aidés divers et variés, que ce soit l'ANR, que ce soit l'Europe, que ce soit des IRT, que ce soit des dispositifs comme ça, qui sont très compliqués, où effectivement l'entreprise récupère une partie du financement, mais est parfois moins motivée pour la collaboration directe. Voilà. Donc de ce point de vue-là, le crédit impôt recherche, comme quelques autres dispositifs, favorise le bilatéral, et de ce point de vue-là, nous y sommes très favorables. Voilà. Je vous remercie, monsieur le directeur général. C'était un exposé magistral. Madame la rapporteure va poser des questions, et après les sénateurs. Oui, madame. C'est exactement moi, monsieur le président. Merci. Oui, ne vous inquiétez pas, on a aussi quelques questions. Oui, merci, monsieur, pour cet exposé. J'avais 3 questions d'importantes diverses. Est-ce qu'on peut évaluer l'effort et l'effet du CIR accordé aux partenaires privés sur les ressources du CNRS, dans le cadre, vous savez, de l'effort de développement du CIR en cadre de recherche partenariale entre entreprises privées et organismes publics? Et est-ce que vous diriez que c'est déterminant, les montants qui interviennent dans les ressources du CNRS? Est-ce que, toujours dans le cadre de ces coopérations partenaires privés et organismes publics, et en l'occurrence le CNRS, est-ce que votre organisme a été confronté à des cas où certains chercheurs ont pu commettre des indélicatesses, je vais le dire comme ça, et profitant peut-être... Ah, mais c'est moi qui sonne, alors attendez, je ferme, voilà. Et on a beaucoup, évidemment, de questionnements sur la réalisation du contrôle et de l'utilisation des experts du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait des experts figurant sur la liste des experts de ce ministère
et comptant parmi les effectifs du CNRS. Donc, un peu conflit d'intérêts. Aujourd'hui, sur 110 millions de contrats que nous avons avec des entreprises, ça représente grosso modo un quart de l'ensemble des dépenses qui sont sous-traitées aux acteurs publics. Donc c'est un chiffre qui est significatif de ce point de vue-là. Est-ce que le doublement du CIR a eu un effet déterminant? Je ne suis pas en mesure de vous l'affirmer en regardant les chiffres tels que je les ai aujourd'hui. Je suis très prudent là-dessus pour une raison plus technique qu'autre chose. C'est que la qualité des chiffres consolidés dont je dispose aujourd'hui ne me permet pas de vous répondre. Sans vouloir rentrer dans les détails techniques, encore une fois, quand j'essaye de vous donner les chiffres consolidés, c'est sur l'ensemble des laboratoires. Mais nous ne gérons pas tous les laboratoires. Donc ça veut dire qu'une partie très significative de ces laboratoires est gérée par une université, par un autre PST, avec des modes qui sont différents. Donc la consolidation de l'ensemble de ces chiffres est souvent, c'est d'ailleurs un vrai problème, est un peu délicate. Et donc je ne suis pas capable de vous répondre directement sur un effet déterminant du CIR. Ce que je reviens quand même sur un point, c'est que j'ai vu que la part des PME a augmenté de manière quand même significative au cours des dernières années dans ces contrats de recherche. PME, vous faites le distinguo entre PME indépendantes de grands groupes et celles qui ne le sont pas. Non, je pense que c'est... Vous n'avez pas de vue quand vous dites ça explose. Non, alors est-ce que derrière votre question, c'est est-ce qu'on retrouve derrière des grands groupes qui ont fait passer des filiales? Je ne peux pas vous répondre, je vérifierai. On regardera. Sur les indélicatesses, à l'instant T, je ne suis pas capable non plus de vous donner des exemples, enfin en tout cas, pas que nous connaissions, enfin je ne crois pas, donc Nicolas pourra confirmer, mais pas que nous connaissions. Qu'il ait pu y en avoir éventuellement, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que le schéma serait un chercheur qui sort de son laboratoire en créant sa start-up et qui derrière bénéficie du contrat, bénéficie du CIR. Je ne sais pas si ce schéma lui-même déjà effectivement n'est pas celui qui est un petit peu voulu derrière le CIR entre autres, pour quelque part faire décoller aussi la start-up. Autrement, des cas où il y a eu véritablement indélicatesse et problème derrière, je ne crois pas. L'inspection générale des finances, il y avait un souci d'exprimer, enfin de pointer de ce point de vue-là, donc c'est pour ça. Oui, alors après, oui, alors ça, ce que me dit mon camarade, c'est à propos de cette fameuse liste des experts. Je ne sais pas si là, ça pourrait être un conflit d'intérêts. Alors cette liste des experts, on n'est pas consulté en amont, c'est-à-dire que le ministère ne vient pas nous chercher en amont pour savoir qui on voudrait mettre dans cette liste d'experts. Nous avons par contre un retour sur les personnes qui sont dans ces comités d'experts à travers les demandes d'autorisation de cumul très administratives que nous avons, mais on n'est pas acteur quelque part. Donc c'est simplement, on peut retrouver les agents qui participent à cela. Je ne peux pas vous répondre. Non. Oui, c'est pas un processus qu'on maîtrise. C'est-à-dire que c'est pas un processus, voilà. Donc, bien, je pense que la philosophie générale, je la partage largement. Mais on va commencer par les petites questions désagréables. C'est normal. Alors, je trouve que vos ressources propres par rapport à un budget de 3,3 milliards sont plutôt faiblardes. 10 millions sur les brevets, c'est quand même pas beaucoup. Nous sommes allés à Grenoble sur un système un peu différent, mais quand même... Très différent. Oui, très différent, mais enfin, les chiffres sont aussi très différents. Alors, je voudrais savoir pourquoi vous ne rentabilisez pas mieux, de façon plus efficace, quoi. Bon, parce que je crois qu'il faudra quand même... C'est une question qui nous est toujours posée, même si sur la philosophie générale, on est d'accord. Et ensuite, les contrats avec les grands groupes, quoi. En fait, 100 millions, c'est pas beaucoup non plus.
Donc je pense que vous avez sûrement des explications. Je comprends très bien hein, que l'ensemble des recherches que vous faites ne sont pas forcément ciblées sur les groupes, etc. Mais quand même, si on compare avec d'autres structures, bon, qui ne sont pas publiques, mais quand même, c'est un peu faible, quoi. Je crois que même dans votre propre communication, sur l'image que vous avez, qui est, je dirais, une auto-alimentation un peu plus solide par rapport au budget, c'est sûrement quelque chose, et j'ose dire, et surtout par les temps qui courent. Et je vous remercie d'ailleurs de nous avoir épargné le discours que j'ai entendu pas mal, parfois de membres du CRS, des membres de votre belle maison, qui venaient surtout se plaindre du fait que, comme le CIR atteint 5,5 milliards, et vous êtes, nous disons, la recherche privée est en train de supplanter, plus ou moins, financièrement en tout cas, la recherche publique. Vous nous avez épargné ce discours, à laquelle moi je réponds en disant en réalité aujourd'hui c'est 60-40, hein, 60 privés, 40. Et j'ai trouvé ça très élégant, vous ne le disiez pas. C'est pas pour autant qu'on oublie qu'effectivement il y a quand même depuis quelques années une espèce de stabilisation de vos ressources et que forcément à un moment donné ça peut aussi poser problème. Mais c'est très élégant de nous l'avoir épargné. Vous me tendez une perche. Oui. Et puis j'écoute avec beaucoup d'attention le rapport de mon collègue présent à la Commission des finances qui, naturellement, a fait lui aussi cette observation. Et cette observation est bien. Il est vrai que pour revenir sur le problème purement fiscal, il est vrai que le problème des experts est vraiment un vrai problème. Parce qu'en réalité, c'est eux qui déterminent le périmètre de la recherche. Et que forcément, les experts, la plupart du temps, ils sont du secteur public, hein, souvent, puisqu'ils sont nommés par le ministère de la Recherche. Et on a un problème de nombre, et on a un problème, effectivement, qui ne se marche pas sur les mêmes plates-bandes, hein, si j'ose dire. Voilà pour le reste... que le CIR contribue à un terrain favorable, c'est vrai, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus décisif. On nous a raconté que c'était parfois décisif, mais personne ici ne l'a cru. Mais c'est un des éléments de l'attractivité du pays, et c'est vrai que de ce point de vue, c'est un des éléments importants. Reste pour le CIR le vrai problème de savoir à quel chiffre on l'arrête, parce qu'il faudra bien quand même l'arrêter. Mais il va se tarir un petit peu. Et je suis impressionné par le nombre d'accords que vous avez avec les PME, PMI. Parce qu'en réalité, c'est ça. Et à la limite, on pense, même pour des problèmes d'image, on ne peut pas dire du jour au lendemain, les grands groupes. Bon, mais en vérité, on pense, nous, qu'il faut centrer le CIR sur les PME, PMI. On le pense vraiment. Hein. Ça sera compliqué parce qu'au niveau nous sommes dans la mondialisation, donc l'image internationale, le CIR, dans des décisions de groupes qui s'implantent, le CIR compte, hein, c'est un des éléments qui compte. Alors pour cette raison-là, c'est compliqué. Mais en réalité, moi je suis très heureux que ça ait dit que vous multipliez les partenariats avec les PME, PMI, parce qu'en fait, c'est elles qui irriguent le pays de plus en plus. Ceci étant, les grands groupes nous ont dit, pour nous, c'est notre écosystème, c'est-à-dire qu'on fait notre marché aussi. Hein. Ils le disent très, très, très ouvertement. Mais bon, dès lors que ça se traduit par un bénéfice d'emploi en France, qu'on souhaiterait, vu égard à la situation, évidemment, tous, c'est là où on a un problème de coordination entre... Et j'ai bien aimé aussi la remarque, parce qu'on la partage totalement, le financement du développement d'une start-up. Parce qu'on en a tous dans nos circonscriptions, dans nos départements, et on se heurte à ce problème de financement. Et un des problèmes que nous pensons, une des questions que nous posons aux banquiers, là, c'est de dire, parce qu'en réalité, souvent la banque est prête à un projet qui est déjà agréé, CIR, etc., mais elle demande souvent des garanties personnelles. Et c'est là où on bute sur une difficulté, parce que c'est pas tout à fait normal que la personne qui a fait déjà l'effort de produire un produit, un brevet, une start-up, après on lui dit, mais vous avez
la maison de vos parents, bon, vous la mettez dans... Enfin, ça, c'est un vrai blocage. Et là, c'est à nous de faire le job aussi, pour essayer de convaincre un certain nombre de choses. Mais alors, sachez simplement qu'on partage le constat et qu'on va essayer d'appuyer des... Mais alors, c'est compliqué. Voilà, en tout cas, merci. Monsieur Berson, rapporteur de la Commission des finances. Merci, Monsieur le Président. Deux questions. Une première question. Bon, à l'occasion de ces auditions, nous sommes revenus très, très souvent sur la question quasi lancinante des experts nommés, agréés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour effectuer des contrôles avec l'administration fiscale. On nous a dit que ces experts n'étaient pas suffisamment nombreux parce que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ne dispose pas de crédits suffisants pour les rémunérer, que ces experts travaillaient, je dirais, avec une qualité inégale, non pas qu'ils ne soient pas d'un très haut niveau, ils sont tous de très haut niveau, mais ils ne consacrent pas toujours le temps suffisant pour mener ces contrôles. Ils se déplacent peu en entreprise, ils restent dans leur bureau, dans leur laboratoire pour effectuer ces contrôles. Alors, le CNRS est pourvoyeur d'un grand nombre d'experts. Et donc, c'est un sujet que vous connaissez bien. Quelles sont les remontées que vous pouvez avoir de ces chercheurs du CNRS qui sont agréés experts par le ministère pour effectuer ces contrôles? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Deuxième question porte sur deux dispositions qui régit le crédit d'impôt recherche. D'une part, le doublement de l'assiette du crédit d'impôt recherche lorsqu'une entreprise embauche un jeune docteur. C'est une mesure quand même assez intéressante pour l'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que vous avez pu mesurer l'efficacité ou pas? Ou est-ce que vous avez d'autres mesures, d'autres dispositifs qui permettraient d'inciter les entreprises privées à recruter davantage de jeunes docteurs? Et puis, notre mesure, d'autres dispositions du CIR en faveur de la recherche publique, c'est là aussi un doublement de l'assiette lorsque des travaux... Alors, vous avez fait la distinction à juste titre entre travaux de sous-traitance, travaux de recherche collaborative. Ce n'est pas la même chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Précisément, je ne pense pas que les textes législatifs n'aient pas prévu cette distinction. Donc, si j'ai bien compris, vous souhaitez que l'on puisse tenir compte, peut-être, favorisant plus la recherche collaborative et moins la simple sous-traitance. Là aussi, peut-être avez-vous des réflexions sur cette question. Très bien. Peut-être pour reprendre... Sur l'insuffisance des redevances et sur l'insuffisance des relations. Oui, bien sûr, Monsieur le Président, je ne peux qu'être d'accord avec vous. 10 millions, c'est pas assez. Il faudrait avoir des chiffres qui soient plus significatifs. Bien sûr. Cela étant dit, rappelons quand même, je vous rappelle encore une fois, on est vraiment sur des activités de recherche qui sont de nature très fondamentale. Hein. On parle du boson de Higgs, on parle de la théorie des catégories en maths, on parle de collègues qui ont eu la médaille Fields, qui ont eu. Donc bien entendu, on peut avoir des activités de valorisation et de transfert. C'était l'essence même de mon exposé. Le fait que ça passe pas nécessairement par des brevets ne me surprend pas totalement. J'insiste quand même par contre sur le nombre de créations de start-up qui me semble être un élément qui est absolument déterminant. Et un deuxième point qui aussi n'apparaît pas du tout dans les chiffres à travers que ce soit les contrats de collaboration ou que ce soit les dépôts de brevets, c'est aussi le nombre de structures, de laboratoires conjoints entre le CNRS et des partenaires industriels. Et moi, je peux vous garantir que quand on est à l'international et qu'on a des grands groupes français qui viennent nous demander de créer avec eux un certain nombre de laboratoires au Japon, en Corée ou en Europe, aux États-Unis,
pour non seulement faire de la recherche au meilleur niveau, pour aussi développer leur réseau de relations avec les grandes universités du coin, mais aussi construire des réseaux d'industriels. Derrière, je crois vraiment qu'il y a des vraies valeurs ajoutées qui sont là, qui ne se traduisent peut-être pas effectivement par les chiffres que vous pouvez voir là. Voilà. Après, il y a aussi un nombre très significatif de contrats de recherche qui sont pas dans ces 100 millions-là, mais qui se trouvent aussi à travers du collaboratif qui passe par de l'ANR et du FUI, qu'on ne voit pas ici. Donc, c'est-à-dire que quand vous construisez aujourd'hui, il y a énormément de nos collaborations industrielles qui passent avec des contrats où il y a un tiers. Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est l'ANR qui va cofinancer un laboratoire public du CNRS et un certain nombre d'industriels qui sont dans le périmètre. De même pour l'Europe. Donc je ne voudrais pas que vous sortiez de cette audition avec cette idée que, quelque part, nous sommes uniquement sur ce périmètre de 100 millions d'euros. Je veux dire, je pense qu'il y a au-delà de ces chiffres de bilatéral, il y a tout un ensemble d'outils qui sont utilisés, qui sont mis en œuvre autour de... Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Sur la comparaison grenobloise, je pense que c'est une comparaison qui est tout à fait intéressante. Donc, je pense que vous faites directement référence à la DRT, du CEA, à la manière dont ils travaillent. Donc, nous travaillons d'ailleurs beaucoup avec eux et comme vous le savez sans doute, il y a un certain nombre de laboratoires qui sont des laboratoires qui sont conjoints du CEA et du CNRS à Grenoble et dont la valorisation est assurée par le CEA. Voilà. Oui, non, c'est très bien. C'est tout à fait bien. Voilà. Sur la question des experts agréés et sur la manière dont le CNRS, pourvoyeur d'experts. Oui, c'est vrai, nos chercheurs, effectivement, il y en a un certain nombre, encore une fois, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, qui sont experts, qui sont consultants, quelque part, pour le ministère de la Recherche, mais nous ne les voyons pas du tout sous un angle politique, c'est-à-dire de politique scientifique, et donc à aucun moment nous ne leur donnons d'instructions sur la manière dont ils devraient agir, puisqu'ils sont sur une activité de consultance que nous autorisons, donc ils nous le demandent, on les autorise à faire cette activité de consultance, comme ils pourraient faire un certain nombre d'enseignements dans une université ou être consultants pour une entreprise, mais nous n'avons pas aujourd'hui en tout cas d'action politique sur la manière dont ils devraient travailler, et nous aurions d'ailleurs sans doute quelques difficultés à construire un discours vis-à-vis de notre tutelle, qui est aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà, donc d'ailleurs, excusez-moi, j'ai l'esprit d'escalier, mais les activités de conseil aussi des chercheurs CNRS ne sont pas évidemment comprises dans ces chiffres-là. Enfin, les activités de conseil à titre personnel de l'ensemble des chercheurs du CNRS, qui est assez significative, n'est pas là. Voilà. Sur le doublement de l'assiette pour les jeunes docteurs, oui, évidemment, c'est très bien parce que ça permet de favoriser l'embauche de jeunes docteurs. Je ne peux pas m'empêcher de regretter que nous ayons besoin de ce genre de mesures pour que de jeunes docteurs trouvent leur place dans l'entreprise. On devrait normalement se les arracher. C'est-à-dire qu'on devrait normalement avoir des recettes fiscales supplémentaires quand on embauche un jeune chercheur, tellement il y en a peu par rapport aux besoins dans les entreprises, non pas le contraire. Je pense que c'est un signe plus de dysfonctionnement un petit peu de l'ensemble du système qu'un signe de très bonne santé du dispositif actuel. Sur la collaboration avec les laboratoires oui. de recherche et les entreprises. Oui, et sur l'effet du doublement, c'est ça. Je ne suis pas vraiment en mesure de vous répondre, de nouveau pour une question de précision des chiffres et voir l'impact, en fait, au moment où on a autorisé ce doublement d'assiette, quel impact ça a eu exactement. Il faut qu'on regarde plus précisément les chiffres pour être en mesure de vous répondre positivement ou non sur l'effet que ça peut avoir. La Cour des comptes dit que c'est inefficace et qu'on devrait supprimer ces dispositions. Alors, la Cour des comptes doit sans... Oui, j'ai vu ça. Alors, cela étant dit, le périmètre que la Cour devait envisager était sans doute beaucoup plus large que celui que nous avons, nous, puisque nous avons un quart seulement à peu près
des ressources qui sont dédiées. Et donc, malgré tout, je réserve quand même ma réponse en étudiant les données dont nous disposons pour voir si elles sont effectivement parfaitement en ligne ou s'il y a un phénomène spécifique qui pourrait être analysé. Ouais. Vous ne pouvez pas parler, vous n'avez pas joué. Mais vous avez participé quand même. Bien, il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, moi, ça vous remercier. Merci beaucoup, Monsieur le Président.